La Côte d'Ivoire rend hommage à ces 4 soldats tués au Mali. Ils officiaient au sein de la MINUSMA, la mission des Nations Unies dans le pays. Le président Alassane Ouattara a assisté à la cérémonie. Le Mozambique, plongé sous les eaux après le passage du cyclone Héloïse, habitants sans abri, dégâts importants et des décès. Le bilan est impressionnant. Reportage à suivre. Et puis en Chine, les opérations pour sauver les mineurs coincés depuis le 10 janvier sous terre sont toujours en cours. Ce dimanche, 11 d'entre eux ont été ramenés à la terre. Les images dans un instant. Voilà pour le sommaire de ce journal, bienvenue dans cette édition. La Côte d'Ivoire honore la mémoire des 4 casques bleus tués au Mali, des casques bleus d'origine ivoirienne. Le pays a rendu hommage ce lundi à ses soldats, les premiers Ivoiriens morts en opération extérieure. La cérémonie s'est déroulée en présence du président Alassane Ouattara. Reportage. Les 4 soldats ivoiriens ont été tués dans l'explosion d'une mine artisanale le 13 janvier entre Douanza et Tombouctou, dans le nord du Mali, où ils étaient en patrouille. Ils étaient intégrés à la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, au sein de laquelle 816 Ivoiriens sont déployés, selon les chiffres onusiens. Il n'y a pas meilleure mort que celle qui est la vôtre, mourir au combat, mourir au champ d'honneur, mourir arme à la main, a lancé le général Lassina Doumbia, chef d'état-major des armées lors de la cérémonie à Abidjan. Vous êtes nos premiers morts en combat, en opération extérieure, a-t-il souligné. Les 4 soldats ont été faits chevaliers de l'ordre national. Vendredi, le Premier ministre avait remis une enveloppe de 15 millions de francs CFA, environ 23 000 euros, à chacune des 4 familles de victimes. Peu de pays de la sous-région remettent aux familles de soldats tués au combat une enveloppe financière. La mission de l'ONU au Mali, présente dans le pays depuis 2013, est forte de 15 000 hommes et femmes, dont environ 12 000 militaires, très majoritairement africains. En Ouganda, Bobi Wine, l'opposant principal du pouvoir, pourra peut-être sortir librement de chez lui. Ainsi en a décidé la justice de son pays qui a donc ordonné ce lundi que les forces de l'ordre lèvent le camp de son domicile. Précision. Après avoir voté le 14 janvier dernier, Bobi Wine a déclaré ne plus pouvoir sortir de chez lui en raison d'une forte présence militaire autour de sa résidence. Si l'armée avait nié être rentrée chez l'opposant, sa présence est quand même visible dans ses alentours. Tous les appels demandant la cessation de cet état de siège n'ont jusqu'ici pas eu d'effet. L'ambassadrice des USA en Ouganda, voulant rendre visite à Bobi Wine, a même été interdite d'accès par les forces de l'ordre. Cette décision de la justice ougandaise sera peut-être la bonne pour que Bobi Wine puisse aller et venir librement. La restriction de déplacement continue et indéfinie du pétitionnaire dans sa maison est illégale et son droit à la liberté a été entravé, a déclaré lundi le juge Michael Elubu de la division civile de la Haute Cour de justice ougandaise, un tribunal de Kampala. Ces restrictions étant considérées comme illégales, nous ordonnons qu'elles soient levées, a-t-il ajouté. Candidat malheureux à la présidentielle qui a marqué la victoire pour un 6e mandat du président sortant Yoweri Museveni, Bobi Wine est de fait bloqué dans sa résidence de la périphérie de Kampala, la capitale. Des soldats et des policiers lourdement armés entourent la maison et empêchent ses habitants, dont l'épouse de Wine, d'en sortir. De son vrai nom, Robert Kyangulanyi, cet ancien chanteur de raga devenu homme politique, est désormais considéré comme le leader de l'opposition. Le gouvernement ougandais a justifié cette assignation à résidence par la nécessité d'assurer la protection de Bobi Wine et d'éviter les manifestations de l'opposition. Le candidat ayant qualifié l'élection de massacre et rejeté ses résultats. En Ouganda toujours, les réseaux sociaux sont toujours bloqués plus d'une semaine après l'annonce des résultats officiels des élections générales. Les autorités menacent les internautes qui contournent désormais ce blocage. Les autorités ougandaises avaient décidé de couper tout Internet la veille du scrutin du 14 janvier. La connexion avait finalement été rétablie partiellement lundi. WhatsApp, Facebook,
Twitter et autres réseaux sociaux restent en revanche inaccessibles. Malgré le blocage, de très nombreux internautes ougandais continuent de poster des publications sur Facebook et Twitter grâce à des VPN. Le ministre des Technologies de l'Information et des Communications, Peter Ogwang, s'est exprimé dans les médias locaux pour dénoncer l'usage de ces réseaux privés virtuels. Selon lui, les autorités ont les moyens de couper les sites proposant leur téléchargement et dans un deuxième temps, de bloquer la connexion des personnes qui les utilisent déjà. Sur Twitter, il a également mis en garde les Ougandais qui contournent les restrictions dans le but d'inciter la population à la violence en affirmant être lui-même en ligne afin de pouvoir les repérer. Pour l'instant, aucune date de rétablissement des réseaux sociaux n'a été annoncée. Le porte-parole du gouvernement, Ofono Opondo, avait déclaré lundi que la remise en service partiel d'Internet serait étendue en fonction des événements lors de la phase initiale d'ouverture. Le Mozambique, notamment le centre du pays, est sans dessous après le passage du cyclone Héloïse. Un coup dur pour les populations, la plupart devenues des sans-abri. On voit tout cela à travers ces images. Des milliers de personnes étaient lundi sans foyer dans le centre du Mozambique après le passage du cyclone Héloïse, dans une région déjà dévastée il y a 2 ans par un autre cyclone, selon les équipes de secours et des organisations humanitaires. 6 personnes ont été tuées, dont un enfant de moins de 2 ans, selon les autorités locales et les équipes de secours. Près de 7000 personnes ont été déplacées et plus de 5000 maisons ont été détruites, endommagées ou inondées, a déclaré le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, citant dans un communiqué des chiffres du gouvernement mozambicain. Le bilan pourrait augmenter dans les jours à venir, selon l'organisation. Ce pays d'Afrique australe a toutefois été moins violemment frappé par les intempéries qu'en 2019, mais les inondations touchent durement les bidonvilles de la ville portuaire de Beira. Des centaines de personnes se sont réfugiées dans une école et ont besoin en urgence de nourriture et de médicaments, a indiqué à l'AFP le porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, pour le Mozambique. L'UNICEF estime à 176 000 le nombre de personnes gravement touchées par Héloïse, dont une moitié d'enfants. Les équipes de secours étaient encore sur le terrain lundi matin pour aider les populations. Le cyclone a touché terre dans la nuit de vendredi à samedi dans la zone côtière du centre du Mozambique, à environ 60 km de Beira, provoquant des rafales de vent allant jusqu'à 150 km/h et des pluies torrentielles. Environ 142 000 hectares de terres agricoles ont été détruits par le cyclone, selon l'UNICEF, ainsi que 26 centres de santé et 76 salles de classe. Les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont engagés à harmoniser le prix des tests PCR pour détecter le Covid-19 à $50. Le principal objectif est de faciliter les déplacements dans la sous-région. Le président de la commission de la CEDEAO a annoncé ce samedi qu'il fallait, face à des prix des tests PCR différents d'un pays à l'autre, une harmonisation pour donner aux voyageurs une meilleure visibilité. Certains pays, comme le Ghana et le Nigeria, font payer jusqu'à $150 le test, ce qui peut inciter les voyageurs devant effectuer des tests au départ et à l'arrivée à limiter les déplacements. Selon l'Ivoirien Jean-Claude Brou, il faudra donc désormais payer l'équivalent de $50 américains dans les 15 pays membres de la CEDEAO. Il a par ailleurs indiqué qu'un fonds vaccin Covid sera mis en place pour financer les campagnes de vaccination dans la sous-région, sans toutefois donner de calendrier. Il devrait être alimenté par les pays membres et leurs partenaires traditionnels. L'objectif est de faire des achats de vaccins groupés, ce qui permettrait de négocier des prix compétitifs et multiplierait les chances de disponibilité des vaccins. Les premiers n'arriveront dans un pays membre de la CEDEAO que le mois prochain au plus tôt, avec seulement 100 000 doses attendues au Nigeria. En Chine, 11 des 22 mineurs coincés depuis le 10 janvier dernier à des centaines de mètres sous terre ont été sauvés ce dimanche, une opération qui a été rendue possible par le soudain dégagement de conduits de ventilation. Sur ces images, un petit chariot élévateur remonte, soulevé par une énorme foreuse. À bord, des sauveteurs et un homme masqué qui semble incapable de se tenir debout. C'est le premier des 11 mineurs sauvés ce dimanche, alors que les secours s'activent à localiser les 10 travailleurs toujours coincés depuis 2 semaines
à 580 mètres sous terre dans l'est de la Chine. Ceci après l'explosion survenue le 10 janvier dans une mine d'or située dans la province du Shandong. La déflagration avait bouché le puits de ventilation, entraînant une obstruction qui a endommagé le téléphérique, permettant aux mineurs de remonter. Cette avancée considérable des opérations aurait été rendue possible par le soudain dégagement d'un conduit de ventilation. Dimanche matin, les énormes obstacles qui obstruaient le puits sont soudainement tombés au fond, permettant aux opérations de secours de faire de considérables avancées. Les secours avaient estimé vendredi qu'au moins 2 semaines seraient encore nécessaires pour libérer l'ensemble des travailleurs, malgré la poursuite effrénée des opérations de forage. Il faut dire qu'un des mineurs était décédé à la suite de blessures liées à la déflagration. Si la sécurité des mines s'est nettement améliorée au cours des dernières décennies en Chine, des accidents surviennent encore régulièrement où les réglementations ne sont parfois pas appliquées. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.